Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. L'animatrice Sonia Agbantou, décédée en France le 23 juin dernier des suites d'un malaise, sera conduite à sa dernière demeure samedi 19 juillet. En attendant, sa dépouille est accueillie à Cotonou ce 17 juillet à l'aéroport international Bernadette Gontier. Les membres du gouvernement se sont réunis mercredi 16 juillet pour le traditionnel Conseil des ministres. Sous la direction du président de la République, Patrice Talon, sont issus d'importantes. Le dossier Akpona Adombi reporté au 22 octobre prochain. La plainte de l'ancien ministre Adombi sera examinée après le versement d'une consignation fixée à 300 000 francs CFA. Décision du tribunal d'Abomey-Calavi. Championnat national de tir à l'arc au Bénin lancé ce jeudi 17 juillet. La 16e édition se poursuit jusqu'au samedi prochain. Bonsoir à nouveau. Les États-Unis d'Amérique, à travers la représentation diplomatique au Bénin, apportent un appui matériel au ministère de la Justice et de la Législation. Un lot de véhicules a été mis à disposition le mardi 15 juillet dernier. Ce don de matériel roulant, selon l'ambassade des États-Unis au Bénin, est destiné aux procureurs près la cour d'appel qui les utiliseront pour mener des enquêtes et rendre visite aux détenus dans les prisons dans le nord bénin. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme de 2,3 millions de dollars financé par le gouvernement des États-Unis et mis en œuvre par le PNUD. Et selon l'ambassade, le programme vise à améliorer l'administration des tribunaux, introduit la gestion électronique des dossiers et a réduit la détention préventive. Il faut noter que la cérémonie de remise de ces véhicules a été présidée par Brian Choukan, ambassadeur des États-Unis près le Bénin, et Yvon Detchenou, ministre de la Justice et de la Législation. Le tribunal d'Abomey-Calavi a décidé ce mercredi 16 juillet de renvoyer au 22 octobre prochain l'examen du dossier opposant Akpona Paulin à Samou Adombi, deux anciens ministres du gouvernement béninois. La décision a été prise en attendant le paiement au plus tard le 21 octobre de la somme de 300 000 francs CFA par le plaignant, condition préalable à la recevabilité de la procédure. Le tribunal a précisé que la consignation de 300 000 doit être versée au greffe avant la date limite du 21 octobre. Donc, faute de quoi, l'affaire ne pourra être instruite, a indiqué le juge. L'actualité nationale est marquée par l'arrestation de Komlan Hugues Sosoupé, une affaire qui suscite de nombreuses réactions dans l'opinion publique. Derrière les faits se dessinent des enjeux à la fois politiques et sociaux que révèle cette interpellation sur le climat actuel dans le pays. Quels en sont les impacts sur les libertés individuelles et les espaces civiques? À ces différentes interrogations a répondu l'analyste géopolitique Morgan Asogba. Il est au micro de Romaric Djesougo-Gben. C'est difficile d'identifier la connotation politique de la situation, surtout lorsque on essaye de prendre connaissance de l'ensemble des éléments qui pourraient être reprochés à la personne, même si ce n'est pas encore dévoilé de façon officielle. Mais il y a un ensemble d'éléments qu'on pourrait reprocher. Et sur le plan juridique, on comprendrait que l'arrestation existe dans une perspective de manifestation de la vérité, de clarification par rapport à un certain nombre d'informations fournies par ce dernier. Maintenant, sur le plan social,
il est clair que pour les populations, pour une partie des populations, on pourrait facilement identifier là un intérêt politique. On pourrait mettre cela sous le coup de la politique. Donc tout dépend de l'angle d'observation. Si vous observez la chose sous un angle purement objectif, vous comprendrez qu'il y a quand même des faits là qui pourraient être, qui font objet de cette arrestation pour la manifestation de la vérité. Mais si vous regardez la chose sous un angle purement social et dans une perspective politique, c'est facile de dire que cette arrestation tombe sous le coup d'une manifestation, d'un intérêt politique, quel qu'il soit. Un mandat d'arrêt désigne généralement un acte de procédure émis par un juge d'instruction qui vise à priver de sa liberté un individu à qui il est reproché d'avoir commis une infraction, et ce durant une durée minimum de 5 jours, qui peut émettre un mandat d'arrêt, mandat international, et dans quelles conditions. Élément de réponse avec le juriste spécialiste des droits de l'homme, Fréjus Atinoglo, au micro de Francis Fahani, Nasserine Fatoumbi. Le procureur émet un mandat d'arrêt contre une personne seulement dans le cadre d'une enquête préliminaire. Parce que, vous savez, le procureur a l'opportunité de la poursuite. Donc, lorsque le procureur décide de poursuivre une personne, le procureur saisit le juge d'instruction ou le juge de jugement. Ça dépend de l'infraction commise par la personne. Donc, une fois que le procureur saisit le juge d'instruction ou le juge de jugement, le procureur ne peut plus décerner un mandat d'arrêt contre quelqu'un. Derrière, le procureur ne peut plus poser un certain acte de procédure à partir du moment où le juge est saisi, le juge de jugement ou le juge d'instruction est saisi. Donc, le procureur ne peut plus émettre un mandat d'arrêt. Mais le procureur peut dans sa réquisition, demander au juge de décerner un mandat d'arrêt contre telle ou telle autre personne. Le procureur peut décerner un mandat d'arrêt international lorsque la personne se retrouve sur un autre territoire. Donc lorsqu'on se retrouve également dans le cadre de l'instruction, le juge d'instruction également peut décerner un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat d'arrêt national ou international. Lorsque la personne se retrouve sur un autre territoire, le juge d'instruction également peut décerner un mandat d'arrêt international afin que cette personne soit recherchée et ramenée devant lui ou détenue. Après, lorsque la personne est déjà condamnée, le juge de jugement, après avoir rendu sa décision, peut décerner également un mandat d'arrêt afin que cette personne condamnée soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Alors, un mandat d'arrêt peut être émis dans 3 conditions. Lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par la police judiciaire sous l'autorité du parquet dirigé par le procureur de la République et que ce dernier constate que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne répond pas aux mesures de police ou ne se présente pas devant lui comme il lui est demandé, le procureur peut demander que cette personne-là soit arrêtée à travers un mandat d'arrêt qui est un document qui demande que la personne soit recherchée et détenue dans une maison de sûreté le temps qu'il soit entendu. Donc la deuxième chose, c'est qu'un mandat d'arrêt peut être émis lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une instruction. Donc le juge d'instruction, dans ses recherches, constate qu'il y a une personne soupçonnée ou une personne impliquée qui ne se présente pas ou ne répond pas aux mesures, peut également décerner un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat d'arrêt national ou international, contre cette personne-là, afin que cette personne soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Et la troisième partie, c'est que lorsque la personne recherchée ne répond pas toujours et que le juge de jugement arrive à condamner cette personne-là, le juge décerne également un mandat d'arrêt afin que cette personne-là soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Une délégation de fonctionnaires du Parlement béninois a effectué du 30 juin au 7 juillet dernier une mission dans les parlements français
à la Chambre des représentants de Belgique et la Chambre des députés du Luxembourg. L'objectif est de s'enquérir du fonctionnement de ces parlements afin d'améliorer des pratiques au Bénin. À chaque destination, à chaque étape de la mission, la délégation béninoise a eu des séances de travail avec les responsables des services chargés des relations publiques, des infrastructures, la questure, la comptabilité, les ressources humaines et les responsables en charge de la communication. Les échanges qui se sont déroulés il faut noter que les échanges se sont déroulés dans une ambiance très conviviale et de causerie et ont facilité le partage d'expériences entre ces institutions parlementaires. Autre information, réunie mercredi 16 juillet 2025 à Cotonou lors d'un atelier technique initié par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés en partenariat avec l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Les responsables d'institutions de microfinance, IMF, ont engagé une réflexion approfondie sur les exigences de la nouvelle loi portant réglementation de la microfinance. Et dans son mot d'ouverture, Philippe Daoui, directeur général de l'agence en question, a précisé que cette séance n'était pas encore une vulgarisation de la dite loi, mais une étape préparatoire de réflexion stratégique. Objectif, permettre aux institutions de microfinance, IMF, de comprendre les enjeux et de concevoir leur propre feuille de route de mise en conformité. Tout au long de la séance, les participants ont posé leurs préoccupations parfois très techniques. L'équipe de l'ANSSFD a apporté des réponses claires et pratiques. Il faut noter que la loi numéro 2025-14 portant réglementation de la microfinance a été promulguée le 2 juillet 2025 par le président de la République, Patrice Talon, après son adoption par l'Assemblée nationale le 25 juillet 2025. Et cette réforme vient consolider le cadre juridique institutionnel du secteur de la microfinance. On parle du Conseil des ministres à présent. Il s'est tenu le mercredi 16 juillet sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Et au nombre des décisions prises dans le volet de mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-V8 du 26 juillet 2024 sur les ordres nationaux du Bénin. Plus de détails avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngoumbidji. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 16 juillet 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions que voici ont été prises à l'issue de la séance. Au chapitre des mesures normatives, décret portant sur les attributions, l'organisation, le fonctionnement et le régime électoral de l'Ordre national des pharmaciens, de l'Ordre national des médecins et de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Il s'agit d'une série de 6 tests qui visent à définir d'une part clairement les attributions de chaque ordre en conformité avec les évolutions du système de santé et les exigences d'une gouvernance performante. La réglementation a également pour objectif de renforcer le rôle de ces organes en matière de régulation de l'exercice des activités professionnelles avec pour centre d'intérêt la qualité des soins, le respect de l'éthique et de la déontologie. D'autre part, il consacre une meilleure définition des règles électorales aux fins de garantir leur transparence et crédibilité. C'est ainsi que sont abordées les questions se rapportant à la composition des conseils nationaux et régionaux, aux modalités de candidature, d'éligibilité, de vote, de durée des mandats et de renouvellement des instances. Le ministre de la Santé veillera, en relation avec les autres ministres concernés, à leur application diligente. Au titre d'autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-28 du 26 juillet 2024 sur les ordres nationaux du Bénin.
Nomination des commissaires aux comptes près le Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Nomination de magistrats à la chancellerie et dans les juridictions, puis approbation des statuts modifiés de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec. Au chapitre des communications, en point 1, recrutement par concours direct de 115 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Ces personnels seront déployés après leur formation pour renforcer les capacités d'intervention de la corporation dans les missions à elle dévolues. Il s'agit notamment de celles relatives à la riposte sécuritaire. Les personnels sont répartis à raison de 95 gardes forestiers, 10 contrôleurs et 10 conservateurs des eaux, forêts et chasses. Suivons à nouveau le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Gbedji, à propos des décisions du volet communication. En point 2, adhésion du Bénin à l'initiative Global Network de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Créé en 2021, ce cadre a pour principal objectif de faciliter la coopération transnationale dans les affaires de corruption et de permettre aux autorités de détecter, enquêter et poursuivre plus efficacement les infractions liées à la corruption transfrontalière. L'adhésion de notre pays à ce réseau, ouvert à toutes les autorités chargées de l'application de la loi anticorruption des États ayant souscrit à la Charte des Nations Unies et des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption, offre également des possibilités de partage de connaissances entre pairs et d'accès à une plateforme sécurisée d'échange d'informations. Aussi, le Conseil y a-t-il marqué son accord et instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à sa formalisation. En point 3, approbation de la politique nationale d'évaluation PNE 2025-2034 et sa stratégie nationale d'évaluation 2025-2029. La présente politique a l'avantage de corriger les insuffisances de la précédente et prend en compte les outils nouveaux de mobilisation et d'engagement pour la prise de décisions publiques. Assortie d'une stratégie sur la période 2025-2029, elle est arrimée à l'agenda international de développement à travers les objectifs de développement durable, ODD, l'agenda 2063 de l'Union africaine et la vision 2050 de la CEDEAO. Au plan national, elle s'appuie d'un côté sur les orientations nationales de développement, plan national de développement, programme d'action du gouvernement, agenda spatial, etc., liés à la bonne gouvernance. Elle tire, de l'autre, son ancrage des dispositions de la loi numéro 2024-09 du 20 février 2024 portant loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Elle résulte d'une démarche participative et est portée qu'à l'horizon 2034, la culture évaluative au Bénin est ancrée dans les pratiques de gestion et les prises de décision fondées sur des résultats des évaluations à tous les niveaux. Pour ce faire, la dite politique est déclinée en orientation stratégique et en programme, puis fera l'objet d'évaluation par un mécanisme dédié. Aussi, le ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale prendra-t-il les dispositions nécessaires pour l'appropriation, la dissémination, la mise en œuvre ainsi que le suivi-évaluation, aussi bien de la politique que de sa stratégie nationale d'évaluation. En point 4, approbation de la politique nationale de développement des énergies renouvelables, PONADER 2020-2030 actualisée et sa stratégie 2025-2030. Cette politique vise à faire des énergies renouvelables la source prioritaire de la satisfaction durable et optimale des besoins énergétiques nationaux à l'horizon 2030. Sa mise en œuvre permettra à notre pays d'œuvrer davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de mieux s'adapter au changement climatique et de favoriser l'accès à tous et à moindre coût aux énergies renouvelables. Ce faisant, elle contribuera au développement durable et à la promotion des activités socio-économiques du monde rural par une énergie moderne. La PONADER servira ainsi de cadre de référence d'élaboration
et d'exécution des projets et programmes d'énergie renouvelable dans notre pays. Elle traduit la volonté du gouvernement d'orienter et de coordonner toutes les interventions dans le sous-secteur, tant des acteurs publics, parapublics que privés. Pour en assurer l'efficacité, elle est dotée d'une stratégie de mise en œuvre sur la période 2025-2030 destinée à induire des résultats positifs pour en favoriser l'évaluation. En point 5, approbation de la politique nationale de maîtrise d'énergie PONAME 2020-2030 actualisée et sa stratégie 2025-2030. L'actualisation de la PONAME se justifie principalement par l'évolution du cadre institutionnel du secteur de l'énergie pour tenir compte de la dissolution de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, qui était la principale structure administrative opérationnelle dans la promotion et le développement de la maîtrise d'énergie. Sa mise à jour et son opérationnalisation à travers sa stratégie 2025-2030 permettront, à terme, aux consommateurs d'avoir accès à moindre coût aux services énergétiques de qualité, sécurisés, durables et efficaces. Elle postule en effet qu'à l'horizon 2030, la maîtrise d'énergie au Bénin garantit la réduction considérable de la consommation, de la dépendance et des dépenses énergétiques sans préjudice de la qualité des services énergétiques. Ce jeudi 17 juillet 2025, les premières promotions de la Faculté des sciences agronomiques FSA ont communié avec la nouvelle génération d'étudiants dans les locaux de l'entité. Cette rencontre a réuni plusieurs personnalités du monde universitaire. Reportage signé Anaël Dou. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ainsi, les toutes premières promotions de la Faculté des sciences agronomiques ont communié avec les jeunes promotions actuelles pour un partage d'expériences. Cette initiative a une motivation particulière. Nos promotions, depuis on est sorti de cette faculté en 1978, et on a été dans différents systèmes, on a été travaillé dans différentes structures, on a eu à avoir des rôles de responsabilité dans beaucoup de structures. Et aujourd'hui, nous pensons que ces expériences accumulées doivent être partagées avec les enseignants et partagées avec les étudiants, partagées avec les autorités pour qu'on puisse envisager un avenir meilleur pour la faculté des sciences agronomiques, pour toute l'université d'ailleurs dans différents domaines. Pendant plusieurs heures, les anciens ont partagé leur vécu et expérience dans le but d'orienter la nouvelle génération. Cette dernière témoigne toute sa reconnaissance pour cette assise. Je tiens à vraiment remercier nos aînés pour leur présence, leur disponibilité et la richesse des échanges que nous avons eus aujourd'hui. À travers cette petite conférence que nous avons eue, j'ai compris que l'insertion dans le monde professionnel ne tient pas seulement des diplômes. En réalité, on doit vraiment savoir saisir les opportunités. Ils sont venus, ils nous ont un peu parlé de leur parcours, leur vie, comment ils ont commencé à la FSA. Et je pense réellement qu'il faut vraiment renouveler ce genre d'activités pour que nous ayons des connexions avec les anciens. Cette rencontre, riche de près de 5 décennies d'anecdotes sur les débuts de la FSA, est une innovation salvatrice à étendre et à rééditer. Nous avons amené nos anciens qui ont fini l'université il y a plus de 4 décennies pour venir échanger avec les plus jeunes, que ce soit les plus jeunes enseignants, les enseignants de classe intermédiaire et les enseignants proches de la retraite, plus essentiellement les étudiants. C'est surtout les étudiants qui nous intéressent pour que ces anciens-là puissent nous donner leur expérience pour qu'on puisse ensemble évoluer. Ça ne doit pas se limiter à cette forme de rencontre. Il faut envisager que ces retrouvailles doivent prendre plusieurs formats. Tout à l'heure, on a dit que la question d'insertion professionnelle sont importantes. Si on arrive à mobiliser les anciens qui sont passés par ici, au niveau de la faculté, vous allez trouver parmi eux des entrepreneurs qui sont aujourd'hui bien connus sur la place. Donc du coup, c'est des rencontres qui vous permettent de vous mettre en relation facile avec ces grands patrons.
ce créneau-là peut être utilisé pour des rencontres individuelles. Je mets telle personne en relation avec telle autre parce qu'on a eu l'occasion déjà de se voir, parce que je suis ancien de la FSA, parce que je suis encore dans les systèmes, etc., etc. Il faut définir tous les formats possibles de retrouvailles. Par cet acte, s'inspirer du passé, la faculté des sciences agronomiques réaffirme ainsi son engagement d'accompagner ses apprenants dans leur réussite professionnelle. Le Léo Club Cotonou-Ganvier a tenu samedi 12 juillet dernier à Aglas sa première AGS du mandat 2025-2026. Au cours de cette assise, le bureau a rendu public son programme d'activité. Reportage signé Setonelarius Adjagouino. C'est la rentrée solennelle au Léo Club Cotonou-Ganvier. À cette occasion, la présidente Eunice Alissa et son équipe dévoilent leur ambition pour le compte du mandat 2025-2026. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement pour parler d'un programme d'activité. Je viens pour parler d'un élan. Je viens parler d'un souffle nouveau, d'un mandat pensé avec une invitation à rêver utile, à servir avec sens, à bâtir ensemble un club fort, uni et audacieux. Notre engagement n'est pas un titre, c'est une flamme. Et cette flamme, je la vois dans chacun de nous, dans chacun de nos yeux. Alors, allumons-la pleinement, osons l'intensité, osons l'exigence du cœur et l'intelligence du collectif. Pour maintenir la dynamique, les amis Léo de Cotonou-Ganvier vont servir avec foi la communauté pour s'accomplir à travers un programme d'activités bien ficelé. 12 œuvres, mais il y a 3 parmi ces activités-là qui nous sont vraiment chères. La première, c'est un don de lampes solaires aux écoliers. Et la deuxième serait la Noël solidaire que nous avions initiée le mandat dernier. Donc cette année, on sera à notre 2e édition. La 3e serait la distribution de moustiquaires imprégnés. Dans l'exécution de ce programme, le Léo Club Cotonou-Ganvier va compter sur l'accompagnement de l'immédiate passe présidente et du club parrain, le Lions Club Cotonou-Nokoué. Je voudrais donc féliciter la présidente et son équipe pour le travail qui a été réalisé, parce que ce n'est pas toujours facile. Nous visitons les clubs et nous savons que ce travail n'est pas toujours fait. Et vu que l'équipe, les bonnes habitudes, on va dire, perdurent dans ce club, c'est un bonheur et je félicite les amis d'avoir gardé les traditions de ce club intact. Quand j'ai dit ça, je voudrais vous souhaiter à tous un très bon mandat. Je sais que le mandat écoulé, le club parrain a été là et je peux vous garantir que ce mandat, ce sera pareil. Cotonou-Ganvier, c'est une famille, donc on va rester soudés comme toujours. On va s'accompagner, on va s'entraider et porter encore plus haut le nom du club. Et nous avons aussi l'accompagnement de notre club parrain, donc cela ne sera pas du tout un challenge. On est habitué à se soutenir, donc ça va aller. Des clubs amis et partenaires apportent également leur soutien aux amis Léo de Cotonou-Ganvier pour ce mandat. Le mandat 2025-2026 s'annonce sous de meilleurs auspices pour Eunice Alissa et son équipe. Page noire dans cette édition, l'animatrice Sonia Annick Agbontou, décédée le 23 juin dernier à Dijon en France, des suites de malaise à l'âge de 39 ans, sera inhumée le 19 juillet prochain au cimetière municipal de Diegandaro à Porto Novo. Et selon le programme officiel des obsèques, sa dépouille est accueillie à l'aéroport international Bernadette Gontier de Cotonou ce jeudi 17 juillet 2025. L'inhumation sera précédée, il faut le noter, d'une messe corps-présent à l'église catholique Saint-Martyr de l'Ouganda de Torquota, mais avant le vendredi à partir de 18h sur l'esplanade de l'Assemblée nationale se tiendra une veillée artistique et spirituelle. Plus de détails vous seront fournis par nos reporters dans nos prochaines éditions. On passe à présent à la page Inter. Au Cameroun, la candidature de Maurice Kamto sous la bannière de MRC
est toujours sous la menace d'une invalidation. Cette dernière a été avancée mercredi 16 juillet par Paul Atanga Ndji, ministre de l'administration territoriale, lors de l'ouverture des travaux de la conférence des 10 gouverneurs de région que compte le pays. Maurice Kamto, pour sa part, a annoncé dans la même journée le dépôt de son dossier de candidature pour vendredi. La Pologne a retiré son ambassadeur en Hongrie, rappelé depuis décembre à Varsovie pour consultation après que les autorités hongroises ont accordé le statut de réfugié à l'ancien vice-ministre polonais de la justice recherché pour corruption, a-t-on appris, auprès du ministère polonais des Affaires étrangères. L'ambassadeur de la République de Pologne en Hongrie a achevé son mandat le 15 juillet dernier, selon un message envoyé à un média international par le ministère, soulignant que cette décision suit le geste hostile envers la République de Pologne, à savoir l'octroi de l'asile politique à l'ancien vice-ministre Marcin Romanowski, recherché pour des actes criminels. Actualité sportive à présent. L'international béninois Saturnin Alagbé s'engage avec le FC Choré, club évoluant en National 2 en France. Il arrive en provenance du Botev Vratsa, Bulgarie. Ce transfert coïncide, il faut le noter, avec la prolongation du contrat de son frère Samson Alagbé au sein du même club. Une nouvelle aventure qui s'ouvre pour le gardien béninois. Le portier, âgé de 30 ans, va ainsi tenter de relancer sa carrière dans l'Hexagone. Son expérience sera un atout de taille pour la formation française, et les supporters du FC Choré espèrent déjà le voir briller dès la reprise du championnat. Autre information sportive, du 17 au 24 juillet, les projecteurs seront braqués sur les stades d'Abomey et de Boycon pour la grande finale nationale du championnat U15. 12 équipes venues de 4 coins du pays s'affrontent avec un seul objectif, décrocher le titre de champion national. Rendez-vous incontournable pour repérer les futurs talents du football béninois. Place au spectacle, à la passion et à la relève. Pour terminer cette actualité sportive, le rideau s'ouvre sur la 16e édition du championnat national de tir à l'arc. Sur les pylônes à Saint-Ovie, dans la ville de Cotonou, plus de 100 arqués vont compétir dans plusieurs catégories à compter de ce 17 juillet au samedi prochain. Le point de la cérémonie de lancement avec Comme l'Encanté à Moussou. Le 16e championnat national de tir à l'arc prend son envol. Plus de 100 hachés vont à la conquête du titre dans plusieurs catégories. Pour la 16e édition, il y aura toujours le tir avec l'arc en bambou, 10 et 12 mètres. Ça, c'est les nouveaux qui font cette distance. L'arc standard, c'est 20 mètres. L'arc nu, c'est l'arc classique dénué de tout arsenal de précision. Et c'est 30 mètres. Après, nous aurons les distances olympiques de 60 et 70 mètres. Et c'est parmi ces gens que nous aurons les meilleurs pour représenter le Bénin. Pendant 3 jours, du jeudi 17 au samedi 19 juillet 2025, provenant de 10 départements, les hachés vont rivaliser d'ardeur, certains pour conserver leur titre, d'autres pour le conquérir. Je ne suis pas venue ici pour montrer que j'ai été championne de l'année passée. Je suis venue ici pour gagner une médaille et prouver une fois de plus que je mérite la médaille que j'ai gagnée l'année passée. Et je suis sûre que je peux réussir certainement grâce aux entraînements que j'ai eu grâce à mon coach et ceux qui m'ont aidé. Pour venir au championnat, on s'est bien entraîné sur plusieurs jours. Pour que la compétition soit de niveau d'élevé, je prends l'engagement qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Mon objectif personnel, c'est d'avoir la médaille d'or. À travers cette édition, la Fédération béninoise de tir à l'arc vise un objectif principal. Nous comptons faire en sorte que nous ayons au moins une équipe de 20 archers pour pouvoir représenter le Bénin à Abidjan au cours du championnat d'Afrique prochain. Et nous n'irons pas là-bas
en tourisme, nous escomptons rentrer au moins avec une place, si c'est au niveau des plus jeunes, une place qualificative pour les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est notre espoir. Les dés sont jetés et la balle est désormais dans le camp des compétiteurs qui devront faire preuve de précision et de concentration afin de tirer la flèche au centre de Mesdames, Messieurs, sur cette information qu'on fait cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.